Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La situation humanitaire au Soudan s'aggrave de jour en jour. Plus de 800 000 Soudanais pourraient être poussés à l'exil suite aux affrontements entre l'armée régulière et les paramilitaires. Nous verrons que le Tchad est l'une des destinations choisies par les réfugiés soudanais. Les violences intercommunautaires sont en hausse ces derniers mois au Soudan du Sud, notamment entre les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs. Pour tenter d'apaiser les tensions, la MINUS a organisé une séance de dialogue intercommunautaire. Et l'ancien ambassadeur des Comores aux Nations Unies, Swali Mohamed Swali, est l'invité de cette édition. Nous reviendrons notamment avec lui sur l'opération Wambushu qui se déroule actuellement à Mayotte et qui cristallise les tensions. Mais tout d'abord au Soudan, une nouvelle tentative de trêve est annoncée. Le ministère des Affaires étrangères du Soudan du Sud a assuré ce 2 mai avoir décroché un accord de principe de la part des deux camps en conflit depuis le 15 avril, à savoir l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Hemeti. Cette trêve doit se tenir du 4 au 11 mai. Reste à savoir si cet accord de principe sera honoré car jusqu'à présent, aucun cessez-le-feu n'a été respecté. Les affrontements se poursuivent à Khartoum et dans plusieurs autres régions du Soudan. Les affrontements entre l'armée régulière et les paramilitaires ont provoqué l'exode de la population. Des Soudanais fuient par dizaines de milliers pour tenter de trouver refuge dans les pays voisins. Le Tchad est l'un d'entre eux. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, la guerre pourrait pousser plus de 800 000 Soudanais sur les routes. Plus de détails avec Kamesh Katapoulé. À pied ou à dos d'âne, des dizaines de milliers de réfugiés soudanais affluent vers les pays voisins. Depuis le début des violences au Soudan, plus de 20 000 personnes sont venues trouver refuge au Tchad selon les données fournies par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR qui a déployé sur place des équipes d'urgence en vue de fournir une assistance humanitaire. Premièrement, le HCR s'assure que le processus d'accueil est bien respecté. Nos équipes procèdent à l'enregistrement et l'identification des réfugiés. Deuxièmement, nous nous assurons qu'il y ait un réel contrôle à la frontière de façon à ce que nous puissions surveiller l'arrivée des Soudanais. Enfin, nous fournissons une assistance en termes d'eau, mais aussi de santé. Mais ces chiffres pourraient sensiblement augmenter. Le HCR estime que plus de 800 000 Soudanais pourraient fuir les affrontements vers des pays comme l'Égypte, l'Éthiopie ou encore la Centrafrique. Des heurts qui se poursuivent malgré la reconduction le 30 avril d'une trêve de 72 heures conclue entre les deux parties en conflit et négociée par les États-Unis et l'Arabie saoudite. Des violences qui, depuis le 15 avril, ont fait plus de 500 morts. Tout a commencé aux alentours d'1h du matin. Nous nous sommes réfugiés dans un poste de police. Ils nous ont dit que nous ne pouvions pas rester car les combats avaient commencé. J'ai appelé mes enfants et leur ai dit de prendre mes petits-enfants et de partir. Puis nous nous sommes enfuis à pied. Et alors que les combats persistent, la situation humanitaire quant à elle se détériore. Une situation décrite comme catastrophique par les Nations Unies qui alerte sur un manque de financement pour assurer la réponse humanitaire au Soudan. Un manque évalué à 1,5 milliard de dollars. Le Soudan du Sud voit les violences intercommunautaires se multiplier ces derniers mois. Les vols de bétail et les meurtres par vengeance sont déclenchés de violents affrontements entre les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs. Pour favoriser une meilleure cohabitation, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud a organisé une séance de dialogue intercommunautaire. Le point dans ce sujet de la rédaction. Les violences intercommunautaires font de plus en plus de victimes au Soudan du Sud. Malgré l'accord de paix de 2018 qui a mis fin à 5 ans de guerre civile, les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs sont la cible de vols de bétail et de meurtres par vengeance. Ces violents affrontements, souvent perpétrés par des jeunes, ont fait de nombreux déplacés. Nous demandons aux jeunes d'être civils. S'il y a des griefs, vous devez les aborder par un bon canal.
Allez voir les chefs, allez voir les anciens et discutez-en. Si ce n'est pas résolu au niveau de la communauté, ils peuvent le porter au niveau du comté afin qu'une réparation légale soit faite. Chaque pouce de terre au Soudan du Sud, ces petits îlots de paix peuvent aller de pair et produire une plus grande paix au niveau national. La saison sèche a été caractérisée par une recrudescence de la violence et des atrocités, notamment des affrontements entre les communautés Mundari et Bari, des violences intercommunautaires dans le nord du Warrap et des vols de bétail, ainsi que des conflits liés à la migration dans l'Équatoria. L'afflux d'armes légères, de petits calibres et de munitions entre les mains de jeunes civils a contribué à de fréquentes escalades de la violence. Pour favoriser le mieux vivre ensemble, une séance de dialogue intercommunautaire a été organisée par la MINUS. Mon message aux jeunes et au reste des membres de notre communauté dont les maisons ont été incendiées et leurs proches sont morts pendant le conflit est que pardonnons-nous et oublions le passé, afin que nous revenions à notre mode de vie antérieur consistant à rester en paix avec l'un l'autre. Lorsque nous restons en paix et que nous nous aimons, nous récupérerons tout ce que nous avons perdu pendant le conflit. Alors restons en paix après cette séance de dialogue réconciliateur et de coexistence pacifique. 2023 est une année cruciale pour le Soudan du Sud. Après une prolongation de 24 mois de la transition politique, le pays doit connaître la tenue d'élections libres, équitables et pacifiques en décembre 2024. Dans ce contexte, et pour garantir la sécurité des civils, le mandat de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS, a été prolongé d'1 an jusqu'au 15 mars 2024. Également dans l'actualité, la capitale togolaise Lomé a accueilli ce mercredi 3 mai la première conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine, APA. 10 pays du continent étaient représentés par leur ministère des Affaires étrangères et leur chef de délégation. Pour ce démarrage, cette initiative a connu la participation de l'Angola, du Burkina Faso, de la Centrafrique, du Gabon, de la Guinée, de la Libye, du Mali, de la Namibie et de la Tanzanie. Mais pour Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères, c'est bien tout le continent africain qui était représenté à cette rencontre. L'Alliance a pour objectif de repenser les relations et les partenariats que l'Afrique entretient avec le reste du monde pour plus d'égalité, de respect, d'équité et de justice. L'actualité aux Comores, c'est notamment l'opération Wambushu à Mayotte qui cristallise les tensions. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Swali, Mohamed Swali, ancien ambassadeur des Comores aux Nations Unies. Bienvenue. Bonjour. Quel est votre regard sur l'opération Wambushu menée par la France à Mayotte pour expulser les personnes en situation irrégulière? C'est un sujet compliqué. Naturellement, en tant que Comorien, comme aussi toute personne éprise des droits de l'homme, c'est quand même difficile de pouvoir entendre que des milliers de personnes vont être expulsées sur un territoire dont ils se considèrent comme étant chez eux. Ceci dit, ce n'est pas seulement un problème d'expulsion, c'est aussi un contentieux entre deux États. L'ex-puissance coloniale française aux Comores et le jeune État souverain comorien qui a quelques 47 ans. Donc ces deux pays se divergent sur la souveraineté du territoire. Les Comores considèrent, avec l'appui des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Ligue des États arabes, de l'Organisation de la coopération islamique, que Mayotte fait partie des Comores. Une quinzaine de résolutions à l'appui. La France considère que sur le droit français, sur la volonté de la population mahoraise, oui, puisqu'il y a eu un référendum, c'est un territoire français. Oui, 101e département français. Alors, je précise par rapport à cette question de référendum, les résolutions des Nations Unies ont précisé que quelle que soit la consultation qui se ferait à Mayotte après l'indépendance des Comores, c'est nul et non avenu. Ce sont les Nations Unies qui l'ont dit. Donc il y a ce débat juridique, il y a un débat d'interprétation de l'histoire, il y a un débat sur les relations entre la population mahoraise et la population des autres îles, où les gens continuent à se marier, à vivre ensemble, mais
comme dans une situation d'amour-haine, si je peux dire. Et ça arrive, hein, y compris dans les couples, y compris dans les familles. Donc on a ce problème-là qui ont amené à cette situation, puisque surtout depuis 1995, où il a été établi un visa qu'on appelle le visa Balladur, parce que c'est l'ancien Premier ministre français qui l'a mis en place, qui a fait que la libre circulation qui existait auparavant ne se fait plus. Donc nous sommes arrivés à une situation où réellement près de 50% de la population vivant à Mayotte n'est pas composée que de Mahorais. Je dirais même sur une population qu'on estime que la majorité a moins de 18 ans, aussi 50% se retrouvent des enfants venant des autres îles ou originaires des autres îles qui sont nés à Mayotte. Avec une bonne partie de ces enfants, quelques milliers d'enfants, presque 10 000 enfants, n'ont même pas été scolarisés. Alors, on se retrouve devant un problème juridique, un problème de contentieux et aussi un problème social. Et le problème est bien plus profond. L'opposition comorienne et la société civile ont demandé au gouvernement de renoncer à l'accord cadre de 2019 entre les Comores et la France, une aide au développement de 150 millions d'euros sur 3 ans en faveur des Comores. Est-ce une option réellement envisageable selon vous? Il y a eu cet accord qui a été établi entre les deux pays en 2019, effectivement, mais c'était un accord qui était prévu pour 3 ans. Et à ce jour, on n'a rien vu, rien n'a été réalisé de ce programme-là. Il semble que selon un média français, je ne cite pas le Canard enchaîné, sur les 150 millions, il y aurait eu à peine 12 millions qui ont été débloqués en 3 ans. Alors, il n'y a eu aucun programme qui a été réalisé. Et pour nous, ce qui nous préoccupe en tant qu'opposition comorienne, c'est que la France a choisi de traiter un sujet aussi important avec un régime que nous considérons comme illégal, illégitime et dictatorial. Alors on ne peut pas, sur la base d'un tel régime, compter sur des résultats. Donc on a bien compris, vous êtes de l'opposition. Absolument. L'ambiguïté autour du statut de Mayotte demeure. Est-ce que vous pensez que les Comores peuvent profiter de la présidence tournante de l'Union africaine pour tenter de mettre fin à cette ambiguïté? Il ne s'agit pas de profiter. L'Union africaine s'est toujours positionnée, et je dirais même que le jour où les Comores ont été admises aux Nations Unies, c'est l'OUA, à l'époque, qui a présenté la candidature des Comores avec 4 îles. Donc, il ne s'agit pas de profiter, il s'agit de confirmer une démarche. À l'époque, il y avait même ce qu'on appelait un comité des 7 pays africains qui étaient chargés de ce dossier. Vous pensez qu'en un an, cette démarche pourra être confirmée? Je ne crois pas que le problème entre la France et les Comores peut se résoudre en un an. D'ailleurs, il y a toujours une coopération entre les Comores et la France depuis 1978. Parce qu'il y a eu un moment, il y a eu 2 ans de rupture, 3 ans même de rupture après l'indépendance. Mais, et en même temps, il faut savoir que 40% des Comoriens, des autres îles, 40% des Comoriens, sont français ou potentiellement français. La diaspora comorienne est de presque, selon les chiffres du président Macron, 400 000 Comoriens en France, sur une population d'autour d'1 million d'habitants. Vous imaginez le type de relation qu'il y a entre les deux pays. Alors on ne peut pas régler ce problème-là d'un coup de baguette magique, mais il peut y avoir toute une démarche, une approche pour régler ce problème entre pays qui ont des liens forts, mais en sachant qu'il y a, de tous les cas, un problème de souveraineté à régler. Il ne s'agit pas simplement d'un problème de coopération matérielle ou sociale ou culturelle. Il s'agit aussi d'un problème de souveraineté. Comment ça peut se régler? Il y a beaucoup d'expériences dans le monde dans ce genre-là. Si je ne citais que dans notre région, il y a ce type de problème entre Maurice et l'Angleterre. Ils ont choisi d'aller dans le cour international de justice. Par rapport aux îles Chagos? Aux îles Chagos. Il y a entre Madagascar et la France, pour les îles Glorieuses. Ils sont en train de discuter. Donc les discussions sont possibles. Maintenant, ce que nous pensons, c'est que ces discussions-là peuvent être bilatérales, mais elles peuvent aussi avoir le soutien, le partenariat des organisations de la communauté internationale. Alors qu'il nous reste très peu de temps, j'aimerais qu'on parle de la prochaine élection présidentielle de 2024 aux Comores. Le Front commun élargi, donc la coalition de l'opposition, a dit qu'elle participerait à ces prochaines échéances.
après des années de politique de chaise vide. Comment expliquez-vous ce changement de stratégie ? Il n'y a pas eu de changement de stratégie. Vous avez boycotté. Nous avons dit que nous sommes prêts à tout dialogue entre le pouvoir et l'opposition, mais avec des conditions et des préalables. Le premier préalable, c'est la libération de tous les prisonniers politiques. Nous ne pouvons pas dire que nous allons en élection avec nos leaders en prison et même une soixantaine des militants en prison. La deuxième, c'est qu'un dialogue, nous souhaitons qu'elle se fasse avec la supervision de la communauté internationale. La troisième, c'est que les élections, nous avons eu 2 types d'élections présidentielles aux Comores. Il y en a une qui s'est passée avec la présence d'une force interafricaine qui a permis à ce que les élections, le président soit élu, personne n'a contesté. Et en 2019, il y a eu une élection où les observateurs de l'Union africaine, pour ne pas parler des observateurs nationaux, ont estimé qu'on ne pouvait même pas évaluer cette élection. Le colonel Azali a estimé que c'était, comme il l'appelait en comorien, Gwanzima, c'est-à-dire dès le premier tour, il était président. Mais on a vu que même les urnes n'avaient même pas été ouvertes. Et si ces revendications ne sont pas satisfaites, qu'allez-vous faire ? Nous ne participerons pas à une mascarade. Vous allez boycotter. Une dernière question. Vous avez évoqué la possibilité de présenter un candidat unique lors de la prochaine élection présidentielle pour faire barrage au président sortant, Azali Assoumani, lui-même qui se présentera à sa propre succession. Est-ce toujours d'actualité ? Où en sont les tractations ? Pour l'instant, l'opposition s'est mise d'accord pour choisir un leader, M. Mohamed Ali Soili, qui est un ancien vice-président, qui était le candidat au présidentiel en 2016 face au colonel Azali, qui a gardé cette possibilité d'être peut-être candidat. Mais c'est aller un peu trop vite en besogne, parce que nous, l'opposition, nous disons que nous devons aller vers un rétablissement d'un ordre constitutionnel qui permettait une tournante entre les îles. Et pour nous, les élections devaient se passer avec un président originaire d'Anjouan. D'accord, donc pour l'instant, rien n'est sûr. Rien n'est acquis de ce point de vue-là. D'accord, je vous remercie. On arrive à la fin de cet entretien. Merci, M. Soili, Mohamed Soili, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur des Comores aux Nations Unies. Je vous remercie. Après 3 ans d'absence due à la pandémie de Covid-19, les Jeux universitaires reviennent au Cameroun. Depuis le 29 avril et jusqu'au 6 mai, les athlètes des universités d'État et des institutions privées d'enseignement supérieur prennent part à l'édition 2023 qui se tient à Ngaoundéré. Plus de détails avec Eugène Chema. 14 disciplines, 4000 athlètes et encadreurs, 23 institutions participantes, 7 jours de compétition. Jusqu'au 6 mai 2023, les athlètes des universités d'État et des institutions privées d'enseignement supérieur rivaliseront d'adresse, de tactique et d'énergie physique à l'université de Ngaoundéré, campus de Dan, dans la région de l'Adamawa. Le coup d'envoi de l'édition 2023 des Jeux universitaires a été donné samedi 29 avril en présence du ministre des Sports et de l'Éducation civique, Narcisse Mouelé-Kombi, et du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo. Une occasion pour le chancelier des ordres académiques de rappeler la vision de cette compétition qui rassemble la crème des sportifs des institutions camerounaises du supérieur. Les Jeux universitaires scellent et renforcent la fraternité, la solidarité, le brassage des cœurs et des esprits, le vivre ensemble, qui constituent de toute évidence les catalyseurs de la paix, de l'unité, de l'harmonie et de la solidarité. Comme de coutume, la ville qui abrite les Jeux est animée par les fan clubs des institutions universitaires participantes, de l'ère soudano-sahélienne à l'ère Sawa, en passant par les Grassfield et les Fambeti. Chaque groupe a démontré sa maîtrise des pas de danse des différentes composantes du Cameroun. Les fan clubs ont aussi exposé auprès du public les richesses des régions, à l'instar du port de l'Ouest pour l'université de Tchon ou encore le cheval blanc de l'université de Garoua qui a fait son entrée dans la famille des mascottes des Jeux universitaires. L'animation culturelle précédant le début des Jeux universitaires a été marquée par la grande parade d'ouverture. Les Jeux universitaires sont aussi une occasion de valoriser le patrimoine culturel national. Voici la quintessence de toutes nos universités du 3e millénaire.
qui s'affirment chaque jour par leur need of achievement dans l'espace académique planétaire, avec des enseignants créatifs, des personnels d'appui dévoués, des étudiants compétitifs, matures et responsables qui font honneur à la nation, à l'intérieur et hors de nos frontières. Les Jeux universitaires 2023 du Cameroun se déroulent en Ngaoundéré jusqu'au 6 mai. Au-delà de leur caractère sportif et culturel, les Jeux universitaires sont un grand moment de brassage de la jeunesse des universités et un moment de célébration du vivre ensemble. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.